Salut les passionnés, bienvenue pour un nouveau test, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on va tester la Shotcam. On en a pas mal parlé ces derniers temps, cette caméra c'est vraiment un bijou à bien des égards. C'est une caméra embarquée qui fait des images fantastiques, qui apporte énormément en termes de pédagogie et qui est également un atout considérable en termes d'éthique. On va revenir sur tous ces points et répondre à la question de son utilisation légale ou non à l'achat en France. Alors, les Shotcam, il en existe deux modèles, on rentrera plus tard dans leurs différences techniques, mais globalement, la Shotcam, c'est une caméra tubulaire qui dispose de son propre système de montage pour être fixée sous le canon de votre arme, que ce soit une carabine ou un fusil, et qui filme automatiquement. C'est important, c'est-à-dire sans manipulation, c'est quand même fondamental de le préciser, on le verra par la suite. Ça va filmer uniquement le moment du tir. Le résultat, c'est une vidéo super qualitative qui présente un point rouge fixe, montrant précisément où était le point visé au moment du tir et sa trajectoire quelques secondes avant le tir. C'est ce qui va vous permettre d'analyser très finement votre geste et votre tir. C'est une caméra que j'ai évidemment beaucoup utilisée à travers le monde. Elle se fixe très rapidement sur un fusil ou une carabine avec donc les fixations spécifiques et le point rouge se règle via une application avec le Wi-Fi. Il suffit de faire correspondre le point rouge de votre carabine ou le réticule avec celui de votre Shotcam et comme le montage est très fiable, très fixe, la caméra de son point rouge ne bouge plus et le point rouge de la Shotcam vous dira en permanence où était celui de la carabine au moment du tir. Comme je le disais, les images sont fantastiques. Le premier modèle, donc la Gen 3, pour génération 3. Donc la Gen 3 filme en 1080p, donc en Full HD et en 100 images secondes. Le nombre d'images secondes, c'est une donnée importante, puis c'est ce qui va vous permettre d'obtenir des ralentis plus ou moins fluides. Et c'est ce qu'on recherche évidemment pour analyser les tirs. La génération 4 a elle bien plus de possibilités de réglage et elle monte jusqu'en 4K à 60 images secondes. À la différence des action cam de type GoPro qui filment en grand angle et qui sont faites pour filmer à très courte distance, les Shotcam, elles, ont des angles de prise de vue beaucoup plus étroits qui vont en fait se focaliser, zoomer beaucoup plus sur l'animal. On a déjà tous vu que lorsqu'on tire un sanglier à 15 mètres avec la GoPro, on a l'impression qu'il est à 40 mètres. Et bien c'est pas du tout le cas avec les Shotcam. La Gen 3 a un zoom fixe de 4 fois et la Gen 4 a elle un zoom réglable de 2 à 8 fois. Pour comparer le rendu avec les Shotcam et la GoPro, je vais vous montrer la même scène filmée avec les deux caméras différentes. Allez, je vais résumer en une minute les autres particularités de ces caméras qui présentent une différence de prix de 200 €. La Gen 4 étant 200 € plus cher que la génération 3. Hormis la résolution, qui pour moi est le facteur de choix numéro 1, évidemment favorable à la Gen 4, l'image sera donc plus nette et l'analyse plus qualitative. Le second critère, pour moi, dans mon classement, c'est l'autonomie. La Gen 4, elle va pouvoir utiliser 3 fois plus longtemps, 15 heures contre 5 heures contre la génération 3. Le temps de charge, par contre, il est identique pour les deux, 3 heures. Le processeur est 3 fois plus puissant pour la Gen 4, ce qui va faire que vos vidéos vont s'enregistrer plus vite. Et la puissance du Wi-Fi, puisque ça fonctionne par Wi-Fi quand vous voulez l'envoyer sur votre smartphone, est 3 fois supérieure pour la génération 4. Ça veut dire que vous allez pouvoir télécharger vos vidéos sur smartphone 3 fois plus rapidement. La mémoire interne est 2 fois plus grande pour la génération 4, de 128 Go contre 64 pour la génération 3. Mais de toute façon, dans les deux cas, vous n'arriverez pas à les saturer en une journée, je vous le garantis, car les vidéos en fait se limitent au tir une nouvelle fois et donc sont relativement courtes et prennent peu de place sur la mémoire interne. La génération 4 a aussi un autre avantage, c'est qu'elle fonctionne sur des plages de température un petit peu plus larges que la 3 et notamment à des températures négatives. Et j'allais oublier de le préciser, la génération 4 a aussi un port USB-C beaucoup plus moderne que le mini USB de la génération 3. Voilà pour les caractéristiques qui montrent que cette caméra a été littéralement faite pour la chasse et pour le tir, qui fait qu'il y a une utilisation et un résultat bien plus approprié à mon sens que les GoPro, tant l'image est plus belle, au plus près des animaux. Mais comme je l'ai dit au début, l'immense plus-value de ces caméras, c'est le côté pédagogique. Combien de fois ça nous est arrivé de manquer et de ne pas comprendre pourquoi? Est-ce que j'étais au-dessus, au-dessous, trop devant, trop derrière? Et ben, fini le questionnement, avec cette caméra, vous avez la réponse quasi immédiate. Quand j'étais jeune, j'avais relativement peu d'occasions de tir et je me rappelle de scènes où je me suis questionné pendant des années sur un loupé
rêvé, franchement j'aurais rêvé à l'époque d'avoir cet outil, ça m'aurait permis de progresser beaucoup plus vite. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ma vidéo au Sénégal, je vous mets le lien, où je loupais énormément avec un fusil qui m'avait été prêté, et grâce à la shotcam, j'ai pu comprendre que je loupais sans arrêt au-dessus, car la pente en fait du fusil ne me correspondait pas à ma morphologie, et grâce à l'analyse des images, j'ai pu rectifier mon souci et avoir bien plus de succès. L'expérience finalement que j'ai acquise en près de 25 ans désormais de chasse, et qui se résume en ce qui concerne le tir, à comprendre l'avance à mettre en fonction de la distance et de la vitesse d'un oiseau, d'un gibier en général, avec un tel outil, comme d'ailleurs avec le simulateur de tir game, et ben vous la gagnez en 100 fois moins de temps, car voilà, vous n'avez plus de doute et vous pouvez vous corriger et progresser. Voilà, du coup ça aide à vous améliorer au niveau de votre précision du tir, mais c'est pas tout. Dans un autre registre, ça peut aussi vous améliorer au niveau de la sécurité, en admettant qu'un jour vous ayez adopté un comportement non conforme aux consignes de sécurité lors d'un tir. À la différence de certaines personnes, pas toujours de bonne foi, la caméra, elle ne ment pas, elle ne se trompe pas. Donc ça permet à celui qui utilise cette caméra de vérifier, confirmer ou infirmer le doute, et en cas d'erreur, voilà, ça permet à son auteur de réaliser la chose et surtout de se corriger, là où d'autres peut-être se contenteraient de rester dans le déni et potentiellement de renouveler les mêmes erreurs dans l'avenir. J'ai aussi parlé d'éthique dans mon introduction, et parfois, notamment sur les grands cervidés, on a l'impression d'avoir loupé tant les animaux encaissent des fois les tirs sans broncher ni laisser d'indices. On sait tous qu'on perd énormément d'animaux, même plein de bonne volonté. On fait parfois des erreurs d'interprétation, on ne cherche pas forcément au bon endroit, parce qu'avec l'adrénaline et dans le feu de l'action, on ne se souvient pas toujours forcément du lieu de l'enchousse précisément, ni comment l'animal a réagi, ni encore une fois la trace précise de sa fuite. Avec les images issues de la shotcam, vous avez plus de doute, et vous savez littéralement si vous devez faire intervenir un chien de sang, ou si vous étiez complètement à côté, ou bien dans un arbre. J'ai le souvenir une fois en Suède, là où ils sont extrêmement attentifs sur les animaux potentiellement blessés et les contrôles de tir, les recherches au sang. J'avais tiré un daim et j'avais aucun indice, mais j'étais sûr de moi et j'avais la shotcam. J'ai fait venir le conducteur de chien de sang, et quand il a vu que j'étais équipé de la shotcam, évidemment qu'il connaissait, et ben son regard s'est littéralement éclairé, il savait que ça allait nous faciliter la tâche. On a regardé ensemble le contenu, on a pu constater précisément où j'ai tiré, s'il y avait un obstacle ou non, si ça avait touché l'animal, analyser sa réaction à l'impact, et je me souviendrai toujours de ce qu'il m'avait dit à la fin du visionnage de la vidéo. Il m'avait dit ça devrait être obligatoire. Voilà, vous ne pouvez pas imaginer l'aide précieuse que ça peut apporter dans ces situations. On va parler rapidement du prix de ces caméras. La génération 3 est au prix de 599 €. Et la génération 4, comme je le disais tout à l'heure, elle est à 200 € de plus, elle est à 799 €. Mais il y a régulièrement des offres vraiment intéressantes au cours de l'année. Quand c'est le cas, en fait, je vous les annoncerai dans un commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. Alors, on me pose souvent la question, est-ce autorisé à la chasse? On pourrait croire que c'est une question bête, pourquoi diable un tel outil pourrait être interdit? Pourtant, première question, est-ce interdit à la chasse en France? Eh bien, la réponse est simple, à l'heure actuelle, oui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, on remballe. Non, je plaisante, ça ne me ressemble pas. On va poser quand même la deuxième question. Qu'est-ce qui interdit ces caméras à la chasse en France? Eh bien, c'est l'arrêté ministériel d'août 86. C'est un arrêté qui précise le code de l'environnement en ce qui concerne ce qui est interdit et autorisé à la chasse, qui a été au fil des années régulièrement amendé, et notamment en 2015 par la phrase suivante: sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographique ou vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, on remballe. Non, allez, c'est bon, comique de répétition, je vais vous expliquer pourquoi. Troisième question, pourquoi ces caméras sont-elles interdites? Bon, on va pas se mentir, pour moi, pour de mauvaises raisons. J'ai déjà dénoncé cette interdiction à l'époque, je la dénonce toujours, mais voyons au moins quelles étaient les motivations. Le projet d'interdiction avait été motivé par un texte, le voici. La mode consistant à se filmer ou prendre en photo la scène se trouvant dans la ligne de mire de l'arme pour immortaliser son action de chasse se généralise, notamment avec l'emploi des téléphones portables modernes et de l'usage de caméras digitales compactes. Si leur fixation sur un casque baudrier ne pose pas de soucis particuliers, l'usage de tel appareil devient particulièrement problématique quand ils sont fixés sur l'arme, fusil, carabine ou arc de chasse, et que le tireur se concentre plus sur sa prise de vue que sur son environnement réel, en matière de sécurité à la chasse. Il est donc proposé d'interdire l'utilisation de tels appareils lorsqu'ils sont installés fixés sur les armes de tir. En effet, c'est la chasse à tir dans son ensemble, arc compris, qui doit être visée par cette mesure de sécurité. Voilà, bon. Il
Faut remettre dans le contexte, c'était en 2015, à l'époque on n'était pas très nombreux à faire des vidéos de chasse sur internet, ça se comptait même sur le doigt d'une main, et on peut le détecter, une certaine condescendance quand même perceptible sur l'utilisation du terme mode. Aujourd'hui, on n'irait plus dire que c'est une mode tant qu'il y a des milliers de créateurs de contenu de chasse sur YouTube et partout ailleurs. Néanmoins, on est en démocratie, quand on veut interdire quelque chose, on demande au peuple s'il est d'accord. Il y avait donc eu une consultation du public à l'époque, et j'avais publié une vidéo avec les moyens du moment, ne vous moquez pas. Salut les amis, c'est Feio. Je vous poste aujourd'hui une vidéo complètement différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Dans cette vidéo, je vous incitais à contribuer à cette consultation et ça avait été plutôt bien suivi puisque grâce à nos contributions, on avait été majoritaire contre cette interdiction. D'ailleurs, elle est toujours en ligne, je vous mets le lien dans la description. Et ça ne dépend que de vous aujourd'hui et de votre participation massive donc, à cette consultation publique. Le peuple n'était pas d'accord, mais ça a été interdit quand même. Bon, personnellement, je ne fais que des vidéos de chasse, mais peut-être qu'un jour je me lancerai dans des vidéos philosophiques sur la notion de démocratie. Bon, on va quand même débunker les idées reçues sur ces motivations. Je les avais faites à l'époque dans un rapport que j'avais soumis aux autorités, qui m'avait valu d'ailleurs pas mal d'articles dans les revues cinégétiques. Alors, on va analyser point par point ce qui effrayait les autorités vis-à-vis de l'utilisation de caméras embarquées. Ils avaient peur que ce soit un problème de sécurité puisque le tireur se concentre plus sur sa prise de vue que sur son environnement. Non, c'est faux. La caméra, elle filme passivement. En fait, elle filme tout le temps. Vous l'allumez en appuyant sur le bouton avant de démarrer la chasse et c'est tout. Il y a un témoin vert permanent qui indique que ça filme en continu mais en fait ça n'enregistre pas. Il n'y a qu'au moment du tir, quand la caméra en fait va détecter un recul, qu'elle va enregistrer les quelques secondes avant et après le tir. Je ne sais pas si ça marche, si je vais taper dessus. Voilà, vous voyez, ça fait du bleu. Et là, ça a enregistré, et ça n'aura enregistré que les 2 ou 3 secondes avant le tir et 2-3 secondes après le tir. Il disait que les caméras fixées sur des bandeaux baudriers ne posaient pas de problème particulier. Donc, évidemment, là-dessus, je suis d'accord, il n'y a pas de problème à filmer avec des GoPro, mais dans les faits, elles nécessitent une action supplémentaire de la part du chasseur qui doit appuyer tout de même sur le bouton de la caméra pour les lancer ou celui de la télécommande, ce qui en soi fait une manipulation de plus que sur la shotcam qui est totalement passive, automatique. Ils avaient peur également qu'un chasseur qui utilise une caméra embarquée soit tenté, pour filmer un maximum la scène, de balayer la ligne dépostée. Encore une fois, c'est faux, comme on l'a vu plus tôt, la caméra n'enregistre que 2 ou 3 secondes maximum avant et après le tir, uniquement. Donc personne en fait n'aurait intérêt, en épaulant la carabine, et d'aller chercher une scène plutôt que ce qu'ils auraient fait naturellement pour tirer le gibier, ou de rester épaulé plus tard pour filmer la scène globale. En fait, cette partie de la scène ne sera pas enregistrée dans la vidéo, ne figurera pas, donc personne n'aura aucun intérêt à modifier son comportement. De manière plus globale, c'est quand même vraiment réducteur de penser qu'un chasseur va modifier son comportement en fonction d'un accessoire. Par expérience, un idiot dangereux qui a envie de balayer une ligne de poster, il n'aura pas besoin d'une caméra pour le faire, et un chasseur carré, responsable, qui ne l'a jamais fait, ne le fera jamais, avec ou sans caméra. Ils avaient peur aussi que la caméra obstrue le champ de vision. Donc c'est faux, comme vous le voyez, la caméra elle est fixée dessous. Je vais vous montrer des images quand on épaule ce qu'on voit depuis la tête, elle est totalement invisible. Et pour avoir discuté avec certains qui ont voté favorablement cette interdiction, ils pensaient même qu'on ne visait même plus avec les organes de visée classiques de la carabine, mais à travers l'écran de la caméra. Ne rigolez pas. Comme vous le voyez, ces caméras, elles n'ont absolument pas d'écran. Pour visualiser le contenu, c'est soit par Wi-Fi avec votre smartphone une fois que la chasse est terminée, soit une fois que vous êtes rentré le soir à la maison depuis votre ordinateur. Mais il faut dire quand même que les illustrations qui ont été choisies pour étayer le débat n'ont pas vraiment aidé à l'époque et n'ont pas été d'une neutralité exemplaire. Je vais vous montrer l'image que l'OFB avait utilisée et communiquée pour donner son avis à l'époque. Bon. Ne rigolez pas une nouvelle fois, il faut quand même avoir une drôle d'image de l'intellect des chasseurs pour penser qu'on allait mettre une GoPro en plein milieu de la bande de visée. Ah, je vois plus rien, mais bon, je m'en fous, j'aurai une belle vidéo. Ils avaient peur également qu'on se serve de la carabine, évidemment qui est une arme, comme d'un support pour accessoires, en fait, comme une perche à selfie. Mais bon, la carabine, des accessoires, elle en a déjà plein.
Ça peut être une lunette ou un modérateur de son qui ne sont pas censés modifier le comportement du chasseur, sinon on les interdirait tous. Il y en a beaucoup qui disaient aussi que ça allait alourdir ou gêner et du coup pénaliser, affecter la manipulation de l'arme, comme tentait de le faire suggérer d'autres illustrations à l'époque. Encore une fois, là, je vais le préciser, non, c'est pas du tout le cas. Les shotcams sont très compactes. Elles font toutes les deux la même taille, c'est 11 cm pour 3 cm de diamètre. Le modèle de la génération 3, il fait 156 grammes et la génération 4 en fait un tout petit peu plus, 184. Et pour comparaison, un modérateur de son, c'est 300 à 400 grammes et en plus c'est en bout du canon, donc quand même plus impactant pour la manipulation de l'arme. Et il arrive qu'un montage avec des grosses lunettes dépasse les 1 kg, donc ça fait relativiser. Et enfin, ils avaient peur de l'image que ces vidéos pouvaient donner de la chasse sur les réseaux sociaux. Bon, alors là, c'est complètement un autre débat, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, ça n'a rien à voir avec l'endroit où on fixe une caméra, que ce soit sur sa tête ou sur son arme. Au même titre d'un comportement dangereux, comme on l'évoquait tout à l'heure, je pense qu'un comportement bête qui consiste à publier quelque chose qui ne le mérite pas, ça ne dépend pas du type de caméra et ça ne sera pas réglé par ce type d'interdiction. En revanche, je le souligne et je trouve ça extrêmement positif, en Suisse, lors de la formation au permis de chasser, on apprend aussi aux chasseurs à bien communiquer, notamment sur l'utilisation des réseaux sociaux. On les responsabilise en formant et pas en interdisant. Je pense qu'on pourrait un peu plus s'en inspirer. Voilà, j'espère avec peut-être un peu de naïveté que cette vidéo va pouvoir faire évoluer un petit peu les choses. Le matériel a quand même bien évolué depuis cette interdiction. Les modèles de caméra ont été étudiés, conçus et commercialisés exactement pour cet usage et ne méritent plus de faire partie de cette interdiction très globale et désuète. Je pense avoir apporté pas mal d'arguments, mais il y en a au moins un qui ne pourront pas ne pas prendre en considération parce que c'est celui-là même qui a été utilisé dans leur argumentation qui a servi à rendre autorisé à l'époque ce qui était interdit dans la même modification de l'arrêté d'août 86, donc en 2015. Ça concernait les télémètres intégrés dans les lunettes et l'argumentation commençait par « La France est à ce jour le seul pays où ce dispositif est interdit ». Et bien aujourd'hui, la France est le seul pays où ce dispositif est interdit. Allez, à bientôt. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.